À tous, ici Pierre Saint George. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le canapé gris Anne Luquen. Bonjour Anne. Salut Pierrot. Tu es ici, en fait, on va présenter ton livre Que la Suisse demeure. Un livre qu'il faut, que si vous êtes suisse ou si vous êtes français, qu'il faut lire. Même si vous êtes français, effectivement, parce que je parle beaucoup de la France. Pour ceux qui savent lire, Ouais. hein, c'est de plus en plus rare. Je vais me mettre en face de toi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Bah écoute, comme tu le sais peut-être, j'ai vécu en Suisse pendant l'essentiel de ma vie. Je suis arrivée, j'avais 2 ans. Et j'ai vécu D'origine britannique, je crois. d'Angleterre, oui, Oui. britannique, mais de mère française, de père anglais, mais de mère Mhm. française. Ce qui fait que j'ai la nationalité française et britannique. Et on est arrivé en Suisse, j'avais 2 ans, donc j'ai vécu toute mon enfance, toutes mes écoles. J'ai eu mes propres enfants en Suisse, enfin voilà. Donc j'ai vraiment considéré la Suisse comme mon pays pendant des années et des années. Bon. On est venu en France avec le père de mes enfants, qui est suisse lui-même d'ailleurs, parce qu'on voulait vivre à la campagne et que la campagne à Genève, c'est très très cher. C'était l'époque des bilatérales, c'est-à-dire qu'il y avait eu ces accords entre la France et la Suisse qui permettaient aux Suisses d'aller vivre en France et à tous les Français et Européens en général d'aller travailler en Suisse sans quota. Parce qu'avant, il y avait des quotas pour les frontaliers. Bon, il n'y en avait plus. Donc, on avait l'impression que les frontières s'effaçaient, que vivre en France, c'est vrai qu'on ne voyait plus beaucoup de douaniers. Enfin, c'est vrai que moi, je n'ai même pas vraiment eu l'impression de partir à l'étranger. Parce que la France, bien que j'ai la nationalité, était un peu pour moi à l'étranger. Mais ça m'a encore plus semblé à l'étranger une fois que j'y étais installée. Beaucoup plus que ce que je pensais en fait. On a l'impression que la France et la Suisse, c'est deux pays francophones, en tout cas la Suisse romande, qu'on va se retrouver dans un cadre relativement pareil. Et en fait, non, c'est très différent, et c'est très différent dans l'esprit, c'est profondément différent. Donc, voilà, donc j'ai réfléchi, enfin, pendant toutes ces années où j'ai vécu en France, avec certaines difficultés qui fait aussi qu'on voit peut-être mieux les problèmes, je réfléchissais dans mon coin sans penser à écrire quoi que ce soit. Et puis un jour, une journaliste a écrit, française, qui vivait en Suisse, a écrit un livre qui s'appelle mon Dieu, qui s'appelle Bienvenue au paradis. Bienvenue au paradis. Le paradis étant la Suisse, mais c'était ironique puisqu'elle ne fait que de cracher sur la Suisse. Voilà, donc elle a eu une assez bonne audience. Elle a été invitée au journal télévisé suisse, elle a participé à des débats, il y a eu des articles dans les journaux. Et ça m'a un peu agacée parce que autant on peut comprendre que les Français soient contents qu'on tape sur la Suisse et qu'on se dise que finalement c'était pas le paradis qu'on imagine, autant que la Suisse fasse un peu son mea culpa, elle parlait de racisme anti-français, etc. Ça m'a un peu agacée, mais c'est tout à fait à la mode voilà, de se coucher, de dire pardon, excusez-nous, etc. Donc j'ai acheté son livre, je l'ai lu, je l'ai trouvé très mauvais et surtout très, très faux, très à charge, voilà, et de façon pas très intelligente, j'ai trouvé. La Suisse était ringarde, la Suisse était... Et du coup, j'ai eu envie de réagir, j'ai eu envie de défendre finalement ce que je considère quand même un peu comme mon pays, on va dire. Mhm. Je ne pouvais pas faire grand-chose que d'écrire. Donc j'ai écrit, voilà. Alors, quelles sont les grandes différences entre la Suisse et la France, selon toi? Alors, j'ai identifié évidemment pas mal de choses, mais j'ai réussi, on va dire, à sortir deux constantes qui me semblent vraiment importantes. Euh, Entre l'esprit, parce que il y a des différences évidemment dans la structure, dans la manière de faire les choses, mais ce qu'il y a au fond, c'est ces deux grandes différences, c'est la confiance et le respect qu'on trouve en Suisse et que je trouve qu'on ne trouve pas en France. Alors ça s'illustre dans pas mal de domaines. Euh, je vais essayer, voilà, il y en a un qui est très important, je pense que c'est peut-être le plus important, c'est la manière dont on fait les paiements. Ça peut sembler un peu Chèque et choc. anecdotique. Exactement, j'ai un chapitre là-dessus. Euh, Parce que
en Suisse, il n'y a pas de chèque. Et pour un Français, on se demande, alors aujourd'hui il y a la carte, etc. Mais historiquement, le Français paye par chèque. Ça veut dire qu'il a toujours tout disponible sur lui. Ça peut sembler pratique, mais on ne se rend pas compte de ce que ça induit en fait. Et, le résultat, c'est qu'en France, quoi que vous fassiez, où vous alliez quand vous achetez quelque chose, vous pouvez payer. Alors là, c'est pas cash, mais c'est comme du cash. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, je te donne des exemples, on inscrit son enfant à un cours, on vous dit que vous pouvez payer par 3 fois, bon, on paye en 3 fois, mais qu'est-ce qu'on fait? On signe 3 chèques d'avance et la personne vous dira, on les touchera un maintenant, l'autre dans 3 mois, l'autre dans 6 mois. Et vous faites ça avec celui-là, vous faites ça avec un autre, et chaque fois, ils ont 1 an en fait pour toucher les chèques. Vous faites confiance qu'effectivement, il ne touchera pas avant la date prévue, mais vous avez très vite dans la nature plein de chèques qui se promènent et qui peuvent tomber à tout moment. C'est-à-dire que vous n'avez plus la maîtrise de votre paiement en fait. Parce qu'on ne vous fait pas confiance. On ne vous dit pas, ok, dans 3 mois, vous me refaites un versement. C'est ce qui se passe en Suisse. En Suisse, on vous dit, très bien, je vous donne des bulletins de versement, vous en aurez 10, vous payez tous les mois à la poste, et on vous fait confiance. C'est-à-dire que c'est vous qui maîtrisez votre geste de payer. Si vous avez votre salaire qui tombe le 25, vous allez faire vos paiements le 26. Eh bien, en France, si la personne elle pose le chèque le 20 et que votre salaire il tombe le lendemain et que vous venez d'avoir des prélèvements automatiques, parce que c'est ça aussi en France, c'est un autre aspect de la manière dont on paye les choses, c'est-à-dire que de nouveau, ce n'est pas vous qui faites les paiements, eh bien, le chèque sera rejeté, vous aurez des frais, vous aurez tout un tas d'ennuis, et vous serez en plus... Vous êtes souvent, les gens qui sont riches, qui ont un gros matelas, ils s'en fichent, c'est même pratique, on met des chèques, il y a des prélèvements automatiques, etc. Bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout ça en Suisse. On ne connaît pas du tout. Et moi, je suis tombée des nues quand j'ai vu ce système. J'ai trouvé ça d'une violence épouvantable. Et en fait, quand on regarde un peu, on se rend compte déjà, il y a en France quelque chose qui est inimaginable en Suisse, c'est les interdits bancaires. Il y a des gens, ils sont interdits bancaires parce qu'ils sont déjà un peu pauvres et qu'on les a enfoncés en leur faisant justement signer des chèques parce qu'ils n'ont pas le choix. Et où on oblige à avoir des prélèvements automatiques, vous prenez une assurance, vous devez payer par prélèvement. Et si c'est prélevé le 15, si on ne vous a pas payé, vous n'avez pas l'argent, en Suisse, vous ne pouvez pas payer le 15. S'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer. Vous payerez le 30. Et puis il ne se passera rien du tout. Alors qu'en France, le ciel va vous tomber sur la tête. Et en plus, vous aurez des frais énormes par rapport à votre petit salaire. Parce qu'il faut oublier qu'un petit salaire en France, c'est petit. Et les banques en France se font des fortunes avec ça. Je donne les chiffres, je fais les calculs dans mon livre. Alors je trouve que quand la France fustige la Suisse, qui se fait beaucoup d'argent avec les riches de la planète, c'est peut-être vrai. Mais en France, elle se fait beaucoup d'argent sur les plus pauvres. Donc, je trouve qu'il n'y a vraiment pas... il faut quand même regarder un peu la poutre dans son œil avant de regarder la paille chez le voisin. Alors, un journaliste, en fait plutôt une députée française avait dit que la France était un pays très libéral. Et une journaliste suisse avait répondu à cette affirmation que si la France était un pays libéral, la Suisse était une boîte échangiste sous ecstasy. Et est-ce que tu as remarqué qu'au contraire, justement, la France est un pays extrêmement bureaucratique et extrêmement, en fait, socialiste, même communiste sur certains aspects? D'abord, il est extrêmement... c'est le jacobinisme français, c'est l'État au-dessus de tout le monde, l'État qui a l'œil partout, l'État qui dirige tout, l'État qui... et c'est effectivement une des choses que je pointe du doigt. Même si là, je ne parlais pas de libéralisme, mais j'en parlerai après. Effectivement, c'est un État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que le SMIC est trop cher en France et que donc on ne peut pas payer les gens, mais qu'on va leur donner des tas d'aides, alors en France c'est épouvantable, c'est des subventions, des allocations, des chèques énergie, des primes de je ne sais pas quoi, qu'il faut pleurer pour demander, puis on se demande toujours si on a eu ce à quoi on aurait peut-être droit, on ne savait pas, on n'a pas eu, donc ça crée des aigreurs, l'autre il a réussi à avoir et pas moi, et pourtant je suis tout aussi pauvre, au lieu de dire, il faut payer le travail, voilà, donc finalement c'est la course vers le fond.
Oui, oui, oui. Puis c'est un système où finalement, celui qui a un peu d'argent, on va le taxer, parce qu'il faut bien trouver l'argent pour distribuer. Donc on va le taxer énormément, très vite. À peine il a un tout petit bien ou qu'il commence une boîte, enfin, il va être tout de suite, le fisc et l'URSSAF sera sur son dos. Et donc on va le suspecter de faire de la fraude fiscale, de la fraude à l'URSSAF, de ne pas payer tout ce qu'il devrait payer. D'ailleurs, c'est vrai qu'il va être tenté d'essayer d'échapper un peu. Et puis, le plus pauvre, on va le suspecter, lui aussi, de tricher, d'être finalement peut-être pas si pauvre qu'il dit, de profiter un peu trop du système, etc. Donc, finalement, c'est un État où tout le monde se méfie de tout le monde. On se méfie des riches, on se méfie des pauvres, et chacun se regarde en chien de faïence, au lieu de simplement dire il faut qu'il y ait le moins de pauvres possible et que les gens soient payés. Parce qu'avoir un salaire, quand on travaille, enfin, je pensais à cette femme à qui Sarkozy, enfin, elle disait, je peux pas c'est pas Sarkozy, c'était Macron, je m'en sors pas avec un salaire, un SMIC et 2 enfants. Enfin, qui peut s'en sortir avec un SMIC et 2 enfants? C'est impossible, quoi. Donc oui, ça fait le système même redistributif à la française fait que ça fait un État qui doit avoir l'œil sur les gens, les surveiller et se méfier. De nouveau, il n'y a pas de confiance. On se méfie toujours des gens. Et à chaque transaction, qu'elle se soit dans la perception et que ce soit dans la redistribution, il y a un coût qui est celui de l'administration, de la bureaucratie. Et ce coût n'est pas négligeable. C'est 60% de l'économie aujourd'hui. Globalement, en plus, ça coûte très, très cher. Donc c'est un gaspillage incroyable. Exactement, exactement. Voilà. Et alors, il y a d'autres choses qui sont pas à voir avec le libéralisme, mais qui est sur cet état très, très, très fort et très omniprésent qu'il y a en France, alors là, de manque de respect. Enfin, moi, je le mettais dans la case un peu du respect qu'on retrouve en Suisse et pas en France. C'est que en France, historiquement, on a voulu faire le français. C'est-à-dire que pour faire le français, on a voulu mélanger les Bretons avec les Savoyards et les Alsaciens, et on a interdit les langues régionales déjà, et on a essayé de brasser les gens. C'est-à-dire que quand vous travaillez, par exemple, pour l'éducation nationale, mais ça sera même vrai à la Poste ou à dans d'autres métiers, on va vous parachuter aux 4 coins de la France avec peut-être l'espoir que vous allez épouser quelqu'un qui lui aussi a été parachuté là et qui vient d'ailleurs, et que les enfants du Breton et de l'Ardéchois finiront par être des Français, quoi. Voilà. Et ce qu'on essaie peut-être de faire avec l'Union européenne, je trouve. Et même avec plus loin. Et même plus loin. Et même beaucoup plus loin, exactement. Alors qu'en Suisse, pas du tout. Il y a un respect des gens, de la localité. Ouais. Je veux dire, vous êtes prof à Genève, vous êtes prof à Genève. On ne vous demandera jamais d'ailleurs un canton nouveau. Parce que c'est l'État, quand on dit, c'est l'étranger, le canton nouveau. Quand tu dis je travaille à l'État, ça veut dire je travaille à l'État de Genève. Ça ne veut pas dire je travaille même pas fédéral, déjà. Ouais. La Suisse n'est pas grande, mais... Et même souvent, vous allez pouvoir dire, travailler dans tel cycle ou collège à côté de chez moi, parce qu'on va faire confiance, et le directeur va pouvoir vous embaucher, alors qu'en France, c'est Paris qui va vous parachuter là où elle veut. Mais c'est vrai aussi pour les étudiants. Un étudiant en France, c'est à pleurer. Mais heureusement que mes enfants, ils sont à l'Uni à Genève. C'est horrible le système, parce que les élèves, les futurs bacheliers s'inscrivent sur une plateforme internet avec des desiderata. Il y en a, ils doivent en mettre toute une série. Et c'est pas parce qu'ils en ont mis plusieurs que ça sera un de ceux-là. Ils peuvent très bien être encore affectés ailleurs, dans des facs à l'autre bout de la France. Ils peuvent très bien le savoir que au mois d'octobre, alors que ça fait un mois que la rentrée universitaire a passé, ce qui est horriblement stressant, vous trouvez un appartement, enfin, à Genève ou à Lausanne, ou n'importe, vous vous inscrivez à Genève et puis vous êtes à Genève. Si vous êtes au Tessin où il n'y a pas d'université, vous allez peut-être décider d'aller à Genève ou peut-être décider d'aller à Zurich, mais vous irez là où vous avez décidé d'aller. Vous vous inscrivez, vous avez votre matu, il n'y a pas de souci. En France, non, c'est l'État, c'est le système qui va vous déplacé comme une marionnette, et c'est épouvantable, c'est un stress, c'est de l'argent, ça coûte cher, c'est des gens qui se retrouvent dans des endroits où ils connaissent personne. Ça aussi c'est important, je veux dire, quand on est à Genève, en tout cas pour ceux qui ont une vision un peu enracinée des choses, vous vivez à Genève, vous avez vos amis, vous allez trouver vos copains à l'Uni, enfin ça reste quelque chose d'assez petit, même si Genève commence à devenir un peu grand, mégapolistique. En tout cas, c'est la tendance malheureuse.
qui se dessinent, mais voilà. Donc ça, il y a un respect de l'identité locale en Suisse. Je parlais aussi un peu des langues régionales qui ont été interdites. On peut quand même rappeler qu'en Suisse, euh, on parle du suisse allemand, mais c'est pas de l'allemand. C'est des dialectes qui sont différents d'un canton à l'autre et c'est respecté. C'est pas, voilà, on va pas les obliger à parler le vrai allemand. Ils vont peut-être l'écrire parce que les dialectes ne s'écrivent pas toujours. Mais il y a un vrai respect des gens qu'on retrouve évidemment dans la démocratie directe. En plus, d'ailleurs là, il y a le respect et la confiance. Bien sûr. Voilà. Alors, beaucoup de Français travaillent c'est je crois, le deuxième contingent d'étrangers en Suisse, après les Allemands. Beaucoup de Français travaillent en Suisse, notamment à Genève, notamment sur le canton de Vaud. Et eux, comment eux voient ces différences? Tu en parles un petit peu. Comment les frontaliers, oui. Ou ceux qui les frontaliers, les Français qui vivent ou travaillent en Suisse. Ben, je pense qu'il y a de tout. Enfin, j'ai rencontré des Français, soit qui vivent à Genève ou à Lausanne, ou qui, et contrairement à justement Madame Maurice qui déteste la Suisse, j'en ai rencontré qui au contraire, aiment beaucoup la Suisse et auraient envie même d'y rester, de devenir suisse parce que justement, ils ont l'impression de pouvoir respirer et d'être voilà. Libre. Donc, mais il y en a aussi qui, à l'instar de Mme Maurice, trouvent que finalement la Suisse n'est pas assez française, que la Suisse, que les femmes, enfin voilà, quand ils sont un peu, on va dire, gauchistes, féministes, ils vont trouver que le travail des femmes n'est pas assez, parce qu'une femme au foyer en Suisse, alors surtout en Suisse allemande, elle est moins mal vue qu'en France. En France, elle est même bien vue et ça semble normal d'être... alors qu'en France, plus vite vous pouvez aller travailler en laissant votre bébé à la crèche, mieux c'est, quoi. Donc il y a quand même un côté que les gens qui pensent comme moi trouvent que c'est très bien, c'est un respect de nouveau de la femme, alors que les féministes vont trouver qu'on ne fait pas assez, alors que c'est pas vrai. Je veux dire, on peut très bien, moi j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé dans un milieu scientifique, donc un milieu d'hommes, et je n'ai jamais senti aucune différence, ni en salaire, ni en sur le regard qu'on avait sur moi, enfin c'est vraiment rien. Par contre, quand j'ai eu des enfants, j'ai eu un congé qui était quand même appréciable, puisque on avait 16 semaines, et 4 si on allaitait. C'est l'État de Genève. C'est quand même, on reconnaît que... C'est important. C'est important. 20 semaines, c'est quand même mieux que les 10 après la naissance qu'il y a en France, quoi. Donc oui, je trouve que quand on parle du respect, quand on parle du regard, il y a quelque chose de beaucoup plus humain, en fait, en Suisse qu'en France. On est plus un objet. Les critiques de la Suisse sont souvent sur le coût de la vie. Tu as un chapitre qui parle de cela. Les coûts, c'est vrai que le coût de la vie en Suisse est élevé. Oui, mais les salaires aussi. Donc, je veux dire, quand on regarde, alors effectivement, j'ai tout un chapitre où je compare beaucoup de choses, du prix du café à celui de l'autoroute. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Suisse, l'autoroute, c'est 40 francs pour l'année. Ouais. Et quand on fait le ratio du nombre de kilomètres par rapport au nombre de voitures, ce que j'ai fait, on voit que en France, ça serait le même prix. Ça serait aussi 40 € ou à peu près, puisqu'en France, Suisse, 1 €, c'est pas très loin, pour faire toutes les autoroutes françaises, puisqu'il y a plus de voitures, enfin le ratio et le nombre de kilomètres que de voitures serait le même. Alors que non, avec 40 francs en France, vous faites quoi? Vous allez même pas un aller-retour à Lyon, vous allez même pas à Paris. Non. Même pas, c'est 57, pas l'aller-retour, rien que l'aller, vous ne le faites même pas. Donc, alors que les salaires, le plus bas salaire en Suisse, il est au moins 3 fois le SMIC. Les autoroutes en France sont privées. Hein. Oui, ben voilà, elles sont privées. Mais même quand elles étaient publiques, c'était déjà plus cher. Déjà cher. Alors, on ne voit pas beaucoup de différence sur le prix de l'électricité. L'eau, c'est même plus cher en France. On ne voit pas de différence sur tout ce qui est électronique, électroménager, c'est même souvent moins cher en Suisse. L'essence, elle est même souvent moins chère en Suisse parce qu'un peu moins taxée. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui font que une fois que vous avez payé vos
qui est obligé, même un bas salaire, et je sais ce que c'est, j'ai vécu en Suisse en étant dans les bas salaires, j'étais assistante à l'Uni, on n'a pas des salaires mirobolants, et j'avais déjà deux gosses, enfin voilà, donc je sais ce que c'est de vivre, mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté qu'on trouve en France, quoi. Ça n'a rien à voir. On peut se soigner, on peut... On peut soigner, on peut quand même offrir un cours à son enfant, on peut... en France, les gens... Dire, quand j'ai vu comme les gens ont râlé parce qu'on leur a enlevé 5 euros par mois d'APL, on se dit 5 euros. Mais oui, les gens sont à 5 euros près, quoi. C'est terrible. Il n'y a pas de sans-dents en Suisse. Même les très pauvres sont soignés correctement. Oui. Contrairement en France, qui pourtant a cette réputation de soins universels, mais qui dans la réalité ne se font pas vraiment. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Là, je pense que la sécurité sociale a été quelque chose de très bien à son époque. Où il y avait l'idée de soigner tout le monde, et puis l'idée aussi que il y a la question des ayants droit, c'est-à-dire que l'homme travaillait, originellement c'était ça, la femme ne travaillait pas, elle était sous la sécurité sociale et la sécu avec ses enfants de son mari. Et chapeautant le tout, il y avait l'État, il y avait l'État un peu paternel comme ça. Alors c'était très bien tant qu'il y avait une logique, parce que la femme ne travaillait pour s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la liste des ayants droit de la sécurité sociale, c'est aberrant. La France est extraordinaire, il y a 3 millions de centenaires qui touchent des pensions en France. Voilà, exactement, parce qu'ils habitent au Mali, en Alger. Et que rien n'est vérifié. Ça fait et qu'ils ne meurent jamais. Et il ne meurt jamais. Mais c'est ce que je dis à un moment dans mon livre. En France, on voit vraiment qu'il y a un système où on est tout le temps en train de se méfier. On vous demande de remplir, de faire des attestations. Et puis de l'autre côté, c'est comme si on mettait un filet de sécurité tellement on a peur que vous trichiez. Et puis de l'autre côté, le filet, il y a plein de trous dont on a certainement parfaitement conscience et on laisse les trous. Ça s'appelle des fromages, ça s'appelle du clientélisme. C'est en fait la République bananière qui n'a rien à envier au Burundi ou El Salvador ou autre. Exactement. En Suisse, nous faisons attention à ça. Exactement. Alors en Suisse, c'est vrai que le système de l'assurance maladie, j'avoue que c'est peut-être celui qui... De tout ce qui est en Suisse, où j'ai quand même des critiques. Peut-être parce qu'il est devenu extrêmement cher, très cher par rapport à ce que c'était il y a 20-30 ans. Il y a des franchises qui ont explosé. Je trouve même que le principe de la franchise, il n'est pas très normal. Et ça serait vraiment à revoir. Mais la vérité, elle n'est ni dans la sécu française, ni tout à fait dans le système suisse, même si je le préfère. Mais peut-être sans franchise comme c'était il y a 30 ans, quoi. Parce que malgré tout, c'est vrai que c'est cher, mais quand on a des enfants, en tout cas moi, je me rappelle quand mes gosses, ils étaient pris en charge par l'assurance, par les subsides, et ça fait que finalement, bon, vu le niveau des salaires, à l'époque, je dis pas quand j'étais vraiment jeune et qu'on pouvait, avec 80 francs par mois, avoir son assurance maladie sans franchise. Maintenant, bon, ça aurait été peut-être 400, mais avec des franchises, qui fait que ça peut freiner les gens d'aller chez le médecin. Et, enfin, je pense que c'est quand même pas parfait non plus. Mais au moins, il n'y a pas toute cette tricherie, toute cette lourdeur du système. Et en plus, c'est ça. C'est qu'en plus, en France, le système est très lourd parce que vous avez la Sécu, mais comme elle rembourse de moins en moins, vous avez des mutuelles. Alors, il faut... que ça soit remboursé de l'un côté pour que l'autre rembourse, on est vite et c'est reparti dans la bureaucratie. Et voilà, et on se perd, on ne sait plus si on a été remboursé, puis ça ne vaut pas la peine de chercher, alors on a toujours l'impression de se faire un peu avoir parce que... Je crois que même l'Union soviétique et même l'Italie, que j'ai bien connue, n'a de la bureaucratie comme on en trouve aujourd'hui en France. Je crois que c'est vrai, je crois que c'est un truc absolument unique et impressionnant. Ouais. Tu parles aussi dans ton livre du changement lié aux frontières. Oui. Voilà, ça fait la deuxième grande partie du livre. Effectivement, c'est les frontières, les bilatérales, quoi, qui ont ouvert les frontières. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup autour de Genève, puisque Genève est absolument entourée de France, beaucoup plus de France que de Suisse. Oui. Et alors, on nous a dit à l'époque, quand il y a eu les bilatérales qui ont été signées, que ça serait gagnant-gagnant, hein, pour reprendre une expression célèbre, et que tout le monde allait trouver son compte, les Français qui pourraient venir travailler en Suisse, les Suisses qui viendraient vivre en France, etc. Sauf que les
le prix des terrains a énormément monté. Moi, je ne me plains pas, on est arrivé avant le gros rush, mais c'est devenu la folie, le prix maintenant des terrains. Et ça fait que les franco-français, c'est-à-dire les Français qui ne sont pas frontaliers, qui travaillent en France, ne peuvent plus se loger dans ce qu'était quand même leur ville, leur village d'origine, de leur famille. À moins d'être fils de paysan et de vendre des terrains qui se déclassent, alors là c'est le pactole, les autres ils sont obligés de partir parce qu'ils ne peuvent juste plus vivre dans la zone frontalière qui est horriblement chère. Ou alors ils peuvent devenir frontaliers. Alors évidemment, des partis comme le MCG, que je peux comprendre, qui tapent sur les frontaliers, mais ils oublient que ces frontaliers, ils ont des fois plus le choix. Parce que s'ils ne vivent pas, s'ils ne travaillent pas en Suisse, ils ne peuvent juste plus payer leur logement en France, dans leur pays, quoi, dans leur région. Donc le problème, il n'est pas aussi simple que ça, quoi. Je dis par rapport au MCG, parce que c'est vrai que des fois, et bon, pas oublier non plus que dans les voitures qui ont des plaques françaises, maintenant, il y a énormément de Suisses. Et quand les maisons se vendent autour de Genève, maintenant, mais plus de la moitié, c'est des Suisses. Et le reste, c'est des frontaliers. D'ailleurs, à l'époque, sous le régime Sarkozy, Genève avait été considérée comme l'un des centres urbains de France, oui, à priorité de développement économique. Absolument. Et alors ça marche. On a vu avec le CEVA qui va s'inaugurer dans quelques jours, quelques absolument, semaines, voilà, oui, qu'il y a une intégration une conglomération qui contient la vallée de l'Arve, qui va jusqu'à Annecy. Ouais. Évidemment Annemasse et de l'autre côté le Pays de Geste qui sont intégrés à l'économie de Genève et inversement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Grand Genève. Alors c'est amusant parce que à l'époque, donc, quand Genève a rattaché la Suisse, il avait été question d'avoir un territoire beaucoup plus grand. Il y a 2 siècles, oui. Et qui allait justement jusqu'à Annecy, jusqu'à Bellegarde, 1815. qui englobait cette région. Et tu sais pourquoi ça ne s'est pas fait. Parce qu'on ne voulait pas ces sales étrangers catholiques. Voilà, parce que Genève protestante ne voulait pas avoir une majorité catholique dans son... Alors c'est marrant parce que finalement c'est quand même un peu ce territoire qui se fait. C'est catholique, ces étrangers de cultures trop différentes et impossibles à intégrer. Exactement. Non, les choses ont beaucoup changé en effet. Ouais. Et finalement tu critiques la France, bien entendu, mais ouais. on sent que tu aimes bien quand même la France, tu aimes bien ce pays. Écoute, oui, parce que j'aime sa langue. D'abord, il est magnifique. Il faut quand même dire que c'est un pays magnifique, avec... il a tout, il a les montagnes, l'océan, il a la Méditerranée, il a le nord, enfin, les charnières, on retrouve un peu d'Allemagne, un peu d'Angleterre, un peu d'Italie. C'est vrai qu'il est, il est magnifique. Et la langue, on la retrouve à Genève, enfin, en Suisse aussi, en Suisse romande. Alors, évidemment, puis bon... Ma mère était française, j'ai quand même la culture, il y a quand même... je suis triste de voir ce que la France devient. Je crains d'ailleurs que la Suisse, parce que c'est quand même quelque chose dont je parle un peu, c'est que malheureusement, il y a quand même de plus en plus de choses, et Suisse romande en tête, et Genève en tête, qui va du côté, on va dire, français, par des voies un peu différentes, mais enfin, on sent quand même qu'il y a malheureusement, le mouvement se fait dans ce sens-là, alors que je trouve que ça serait plutôt la France qui devrait prendre un peu d'exemple sur certaines, justement, la confiance, le respect des citoyens, peut-être une France moins jacobine, plus girondine, où on respecte les territoires, avec plus d'autonomie, comme en Suisse avec les cantons. Enfin, ça, c'est primordial, ça me semble. Et puis, il n'y a pas de démocratie sans des petites entités. Enfin, les Suisses... Oui, ils votent surtout, mais ils peuvent débattre d'un tas de choses, quoi. Ils peuvent décider, peut-être, est-ce que l'enfant, il va, oui ou non, aller à l'école le mercredi. Enfin, il y a eu des votations comme ça. Mais c'est important dans le quotidien des gens. C'est pas toujours Paris qui décide, puis on change 2 ans après. Et puis... Donc, oui, je trouve que malheureusement, la France, elle va de pire en pire, ça c'est un constat, pas à toi que je vais le dire. Mais malheureusement, la Suisse... Voilà, qu'elle demeure, c'est ça mon titre, c'est qu'elle demeure, quoi. Ouais. Et quel est ton pronostic, ou en tout cas le signal d'alarme que tu sonnes sur l'avenir de la Suisse, l'avenir proche de la Suisse, à court terme? C'est vrai que moi, ça me fait un peu de soucis, quoi. Parce qu'effectivement, est-ce qu'elle arrivera
tenir tête, on va dire, à l'Union européenne. Bon, bah, là, on voit quand même qu'ils sont en train de négocier encore, enfin voilà. Il ne faut pas oublier que la Suisse, elle s'est quand même construite contre les empires. C'était ça le départ de la Suisse. C'était quand même de rester neutre, indépendant Indépendant et neutre. Indépendant et neutre contre les empires germano-romains, Les Habsbourg, et les Autriche-Hongrie, ouais. enfin voilà. Alors que maintenant, elle est en train de se coucher quand même, il Ouais. faut bien le dire. On a vu ça avec le secret bancaire, on voit ça même avec les armes à la maison. Encore un exemple de la confiance qu'on fait aux citoyens, de le laisser armer. Voilà. Parce que ça, c'est quand même une sacrée preuve. Un État qui sait que les citoyens sont armés, c'est quand même un État qui ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, ça c'est aussi un truc quand même. Ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, où on a vu des gens se faire éborgner, Inconcevable en Suisse. c'est inconcevable en Suisse. Ça serait, on ne peut même pas l'imaginer, ce serait même pas un scandale, ça serait, voilà, il n'y a pas ça. Il y a tellement plus l'idée de l'écoute, on le voit dans la paix du travail aussi. L'idée que c'est pas des grèves et toujours par la violence qu'on peut. Non, on va négocier, on va discuter, et le résultat il est quand même meilleur. Il n'y a qu'à voir les salaires finalement. Donc le résultat, c'est pas qu'il faut de la violence. Mais en Suisse, les patrons de beaucoup d'entreprises qui sont évidemment liées à la technologie, à la connaissance, etc., elles se battent pour payer de plus en plus cher leurs employés. Oui, C'est à qui paiera le plus. Ce n'est pas du tout cette idiote version analyse marxiste de dire il faut exploiter les... Oui, on exploite lorsqu'il n'y a aucune compétence et il n'y a aucun savoir-faire. Mais là où on a du savoir-faire et des compétences, on veut payer les gens le plus cher possible pour qu'ils n'aillent pas à la concurrence. Oui, pour les fidéliser, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes aussi. Et les subventions, les avantages, elles sont faites par l'entreprise et pas par l'État, essentiellement. Exactement. Oui. Non, Alors ça, c'est peut-être l'aspect de la Suisse qui tend effectivement à demeurer, mais tu as raison, l'approche de soumission à la bureaucratie et en fait, il faut le dire, un totalitarisme dogmatique de l'Union européenne dont on ne maîtrise pas justement les dogmes, parce qu'un jour c'est le libéralisme économique, le lendemain c'est la théorie du gender et l'éducation sexuelle des enfants, le surlendemain ce sera faire la guerre à l'autre bout du monde. On ne maîtrise pas l'idéologie du moment de l'Union européenne, qui de plus en plus n'est plus tellement européenne dans son contrôle. Bon, on n'en dira pas plus, mais la Suisse est dans ce sens-là, en tout cas le système politique, la parapolitique, semble être complètement, en grande partie, soumis à l'Union européenne. Comment on peut réveiller la population? Comment on peut la rendre attentive à ce désastre potentiel? Il y en a beaucoup qui essayent, je veux dire, par les réseaux sociaux, il y a des sites, il y a des gens qui écrivent des livres, qui essayent de faire des vidéos, enfin. Alors c'est clair que les médias, il ne faut pas trop compter sur eux, parce que la télévision suisse, malheureusement, même si je trouve qu'elle a quand même de meilleure qualité que la télévision française, il faut quand même le dire, il y a quand même moins de jeux stupides, même si moi, j'ai plus la télé depuis tellement longtemps que je suis peut-être plus tout à fait à jour, mais il me semble quand même qu'on n'est pas arrivé au niveau de bas-fond dans laquelle se traîne la télévision française. Mais malgré tout, l'idéologie, elle est quand même un peu d'un seul côté, elle n'est pas tout à fait équilibrée. Et en plus, quand on voit malheureusement l'école aussi, parce que c'est aussi par l'école... C'est un grand chapitre sur l'école. Ouais. Et l'école en Suisse, moi je pense qu'elle est quand même bien meilleure, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a 30-40 ans, l'école française était très bien, et bien avant. Mais c'est devenu n'importe quoi. Voilà, oui, je parle beaucoup du fait qu'ils veulent 80% de bacheliers. Je crois qu'en France, il y a encore des écoles qui sont de excellente qualité. Ah bah oui. Mais pas partout. Ah bah exactement. Alors qu'en Suisse, il y a encore une volonté, alors certes c'est cantonal, mais à travers tous les cantons, il y a une volonté d'avoir une assez bonne excellence. D'ailleurs, on voit les résultats PISA où la Suisse n'est pas trop mal. Enfin, elle n'est pas tout en haut, mais elle n'est pas trop mal non plus. Oui, j'en parle longuement parce qu'en France, on a toujours cette idée, c'est très faux cul quelque part, parce qu'on vous dit tout le monde pareil, on va au collège, il n'y a pas de niveau, c'est le collège pour tous, et à la fin, c'est
c'est très élitiste, il y a des concours, des grandes écoles, des prépas, des machins, où quand vous connaissez les filières, vous savez dans les quartiers où il faut vivre, Paris si possible, bah, c'est les élites qui se reproduisent finalement en empêchant les autres de Bien marcher plus. sur leur précaré. C'est revenu d'une manière beaucoup plus injuste au modèle de l'Ancien Régime. Oui, oui, en C'est plus clair. injuste et puis en le disant moins, quoi. Ouais, avec moins de noblesse au sens des compétences. Alors qu'en Suisse, effectivement, que vous soyez dans tel ou quel quartier, que vous soyez dans tel ou tel collège ou cycle, ou même si vous faites un apprentissage, je veux dire, c'est pas du tout mal vu. Non, non. C'est Au même, contraire. au contraire, je rappelle qu'un de nos anciens présidents a fait un apprentissage. Je veux dire, Ouais, oui. il y a de l'argent qui est mis, c'est une très bonne qualité, et puis ça donnera un boulot derrière qui sera bien payé, parce qu'on revient toujours à ça quand même. Hein, parce que Avec une taxation la faible. vraie discrimination à la fin, c'est quand même le salaire. Eh oui. Alors voilà, en France, on va vous dire, vous allez tous aller dans le collège, vous allez tous faire des bacs, à la fin vous n'avez pas de boulot, et puis vous allez vous retrouver avec des disparités de salaire énormes, et plein de gens qui ne vont pas pouvoir vivre de leur travail avec des métiers pour lesquels des fois ils n'ont même pas été formés, parce qu'on manque de certains métiers, mais qu'on ne le forme pas parce qu'on dit tout le monde doit, maintenant il faut 60% de licenciés. Mais on a besoin de plein d'autres gens, quoi. Oui. Donc c'est un mépris de dire qu'on veut que des intellectuels, ça veut dire que les autres ils valent rien. Alors qu'en Suisse, non. En Suisse, vous avez fait un apprentissage, un bon apprentissage. Moi j'étais frappée quand j'étais plus jeune en Suisse, je me rappelle de parents qui eux-mêmes avaient fait des apprentissages et qui disaient dans leurs enfants bébés, moi tout ce que je souhaite c'est qu'ils fassent un jour un bon apprentissage. Ouais. En France, on ne dirait jamais ça, on dirait j'espère qu'il aura son bac. Voilà, avoir un métier en Suisse, c'est un métier même pas franc manuel, ça peut être technique, ça peut être commercial, enfin les apprentissages, il y en a dans tous les domaines. Mais c'est aussi que l'enfant avec un bon apprentissage, derrière il va avoir un bon métier et il pourra très bien vivre une vie où il aura une famille, où il pourra... alors Genève, ça devient un peu dur, le logement devient très cher, mais il n'y a encore pas si longtemps, il aurait pu même s'acheter une petite maison, faire vivre sa famille, sa femme sans qu'elle travaille, enfin et grimper. Il peut faire une maîtrise, il peut... alors qu'en France, c'est dénigré, vous faites un CAP en France, mais vous n'êtes rien du tout. En plus, je pense que tu l'as remarqué, en Suisse, lorsque un plombier vient chez toi ou que tu rencontres un ouvrier, etc., les rapports humains sont très respectueux. Absolument. Et il n'y a pas du tout ce mépris Absolument. de classe Absolument. qu'on peut ressentir lorsqu'on rencontre un journaliste et qui vous prend de haut. Absolument. Alors qu'en France, par exemple. Alors qu'ici, vraiment, tous les corps de métier, toutes les professions, peu importe leur salaire ou leur fortune, et y compris si vous êtes étranger, vous parlent franchement très respectueusement. J'ai pu voir ça tant dans la campagne qu'en ville. Oui, bah c'est ce fameux respect dont je parle. Je pense qu'en Suisse, il y a beaucoup plus une vision organique de la société où on a conscience qu'on a besoin d'avocats, de médecins, mais aussi de maçons, de plombiers, de vendeurs, et qu'on a tous besoin l'un de l'autre. Parce que l'avocat, s'il n'a pas le plombier pour lui faire sa salle de bain, il ne va rien faire. Quoi. Et que c'est le mérite et la compétence qui font la personne. Exactement. Ça, c'est très germanique d'ailleurs. Sans doute. Plus germanique que latin. Sans doute. Oui. Ou même anglo-saxon d'ailleurs. Absolument. Où pouvons-nous... donc je rappelle que la Suisse demeure, par Anne Lucken, aux éditions 2001 Nouvelle Lune. Nouvelle Lune. Oui. Je confonds. Nouvelle Lune. Nouvelle Lune existe aussi. Mais c'est un petit bar. Alors, où pouvons-nous trouver ton livre? Alors, il y a un site, si on tape le nom du livre, le titre ou édition Nouvelle Lune, il y a un petit site où il est en vente. Je mettrai le lien, mais ça s'appelle édition 2001.com ou... Nouvelle Lune, édition Nouvelle Lune. Oui. Bon, je mettrai le lien sous la description de la vidéo. Et je vais essayer de le mettre sur Amazon. Je ne suis pas très douée pour tout ce qui est on le trouve aussi chez Contre-Culture. On le trouve chez Contre-Culture. Il est distribué chez Contre-Culture. Lucan, merci beaucoup. Merci à toi, Pierrot. Et espérons que la Suisse demeure alors. Ah bah oui, alors vraiment, et qu'elle soit un modèle, parce que c'est vraiment ça que j'essaie de faire ressortir, que c'est elle qui devrait être un modèle pour beaucoup d'aspects, plutôt qu'on essaie de la tirer du mauvais côté. Merci beaucoup. Merci.